Donc, on va démarrer ce webinaire qui s'intitule S'engager dans une démarche RSE en 2021. Ce que je vous propose pour commencer, peut-être déjà quelques règles de fonctionnement sur ce webinaire. Donc, de toute manière, on vous remercie de couper à la fois votre caméra et votre micro, hein. On est en mode webinaire. Ensuite, euh, il y a un chat, comme on dit, il y a une messagerie en ligne qui vous permet de poser un certain nombre de questions, de faire des commentaires, etc. Donc, que l'on va essayer de suivre. Et puis, pour votre information, cette conférence va être enregistrée et sera disponible sur un site de l'agence. On vous renverra les liens disponibles après le webinaire, lorsque ce sera en ligne. Et vous retrouverez ce lien d'ailleurs sur le site de l'AQM. Alors aujourd'hui, on va vous présenter ce sujet. Je vous ai déjà présenté notre interlocuteur principal, François Saladco, qui s'occupe de la RSE, coordinateur de la RSE à l'AQM, et moi-même qui m'occupe des réseaux d'entreprises, entre autres à l'agence. Et nous aurons 4 témoignages d'entreprises que vous voyez à l'écran, hein. Donc l'entreprise Nutri7 avec Stéphanie Couture, l'imprimerie Marie, et puis avec Xavier Rose, pardon, Monsieur Lobaudy qui dirige la biscuiterie de l'Abbaye, et enfin une un peu plus grande entreprise avec Antoine Parade qui est secrétaire général de la Caisse d'épargne. Ils interviendront au fur et à mesure de ce webinaire sous forme plutôt de questions, de témoignages, au fur et à mesure du déroulé. Alors peut-être quelques mots pour commencer sur l'agence. Comme vous le savez, probablement, mais je vais juste vous en dire quelques mots. L'agence, a été créée en 2016 par la région Normandie, en tant qu'outil opérationnel pour accompagner vous, les entreprises, dans vos projets de développement, dans le développement économique. Et cet accompagnement se faisant sous 3 angles, on va dire un angle d'action très direct auprès de vous, avec des produits et services que vous connaissez bien et qui se ramènent souvent aussi à un soutien financier à travers nos propres produits ou les produits qu'on peut aussi vous préconiser. C'est aussi un soutien, un accompagnement à travers les structures à lesquelles vous appartenez, qui vous regroupent, hein. Je pense aux pôles, aux filières, voire à certains clubs d'entreprise. Et puis, c'est aussi un accompagnement sur les grands projets structurants qui marquent cette évolution de la société actuellement, hein, le développement durable, l'environnement, l'économie, etc. Et d'ailleurs, dans cette situation de crise que nous connaissons, il a bien sûr fallu, dans la dernière année de l'agence, beaucoup vous accompagner sur les problématiques d'urgence. Et donc, vous avez dû voir aussi un certain nombre de dispositifs pour ça. Mais on s'est dit aussi qu'il y avait maintenant à travailler sur cette relance dont tout le monde parle. Ça se traduit au niveau de la région par un plan de relance de la Normandie, dans lequel justement on trouve pas mal de ces dimensions RSE qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Il y a une concrétisation très, très opérationnelle qui est un soutien financier pour la mise en œuvre de la RSE. On y reviendra en fin de séance. Mais c'est aussi des mesures autour de parcs d'attractivité, autour de l'inclusion, autour de tout un tas de mots comme ça qui touchent à la RSE et que j'espère seront un peu plus clairs d'ici une heure et demie. À mon côté, François Salco qui va vous présenter en quelques mots aussi l'AQM. Toutes et à tous. Donc, quelques mots en effet pour présenter l'AQM. Donc, l'AQM Normandie, c'est une association qualité management de Normandie. Pour faire court, on va dire c'est un réseau d'acteurs, hein, économiques et sociaux. Et qualité management, c'est l'ancrage historique, hein, depuis c'est une association qui a plus de 30 ans d'activité ici en région. Aujourd'hui, on parle de nouvelle qualité, donc fait partie d'un réseau national qui s'appelle France Qualité et qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Et d'une certaine manière, le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui s'inscrit dans cette nouvelle qualité. Donc, en matière de RSE, alors la contribution au tissu économique et social, donc ça se traduit par l'accompagnement des entreprises, démarches d'excellence, actions d'évaluation, d'amélioration, partage de compétences et d'expériences. Valoriser les acteurs, leurs bonnes pratiques, c'est quelque chose d'historique, ça aussi, pour la QM. Et puis, pour le dire simplement, être un incubateur d'idées, vaste programme. Ce qui concerne notre sujet, c'est aussi 15 ans d'expérience, hein, en matière de développement durable. On parlait plutôt de développement durable il y a 15 ans et de RSE.
des opérations collectives, des partages d'expériences, des valorisations de bonnes pratiques, mais aussi des labellisations. Donc tous ces sujets-là nous sont familiers et c'est pour ça que nous pensons que le moment est opportun pour mettre en avant la RSE et pour en faire la promotion. Alors, comment allons-nous aborder ce sujet de la RSE? Vous voyez en 4 points pour ce matin, pour finir vers midi. On va vraiment tout faire en sorte pour qu'on tienne vraiment le timing. Je crois que c'est important aussi pour tout le monde de respecter les horaires. En tout cas, 4 points au programme. On va essayer de vous expliquer la RSE, c'est quoi finalement, de quoi s'agit-il? Et c'est aussi de vous convaincre d'aller vers une démarche RSE. Donc, pourquoi faut-il s'engager dans cette démarche? Et puis, comment le faire aussi, hein? Comment donc mettre en place une démarche RSE dans l'entreprise. Donc, on a tendance, nous, à dire comment l'intégrer, parce qu'effectivement, ça fait partie vraiment des socles qu'il faut, à notre avis, mettre dans l'entreprise. Et on finira cette séquence en vous faisant une proposition d'aller plus loin, justement, ensemble, hein, de ne pas arrêter cette présentation à 12 heures, mais de continuer durant l'année qui est devant nous, pour vous accompagner, vous aider, pour creuser certains sujets autour de la RSE. Alors, la RSE, c'est quoi? Petite image pour vous expliquer que c'est effectivement relativement compliqué. Vous voyez cette RSE au centre d'un vague et vaste nuage de mots. Donc, on va essayer d'en décortiquer quelques-uns, de les expliquer. Donc, je passe là la parole à François qui, pendant une dizaine de minutes, déjà va essayer de présenter et de creuser le sujet. Merci Stéphane. Donc, de quoi s'agit-il? Donc là, il ne s'agit pas de vous faire un cours magistral, mais quand même quelques mots pour avoir des repères un peu fondamentaux quand on parle de cette responsabilité donc, sociétale des organisations. Les définitions les plus citées sont voilà, à l'écran. J'en retiens deux hein, qui sont vraiment les plus souvent cités. Donc, la première, en haut de l'écran, c'est celle de l'Union européenne, hein, définition de 2011, qui parle de responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Et puis, une définition assez fondamentale, puisqu'elle vient d'une norme internationale qui s'appelle la norme ISO 26000 et qui définit la RSE comme la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions, de ses activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique. Vous avez le texte à l'écran. Je vais revenir rapidement sur les points suivants, c'est-à-dire que dans la définition, on parle de contribution au développement durable, on parle de prise en compte des attentes des parties prenantes, de loi et de réglementation et intégration, c'est un des thèmes de notre webinaire dans l'organisation et dans ses relations. Alors, trois aspects que je voudrais souligner. Donc, c'est le mot responsabilité. Moi, j'aime bien associer liberté et responsabilité, hein. C'est important de trouver cet équilibre. Ça concerne les décisions, ça concerne les prises d'engagement et les actes, comme on l'a vu dans la définition. Et le mot responsabilité, il évoque au moins trois aspects. C'est-à-dire, le premier, c'est la réglementation. Ça va de soi, ça va peut-être mieux en le disant, c'est le respect de la réglementation. Le deuxième, c'est la dimension éthique, hein. Donc, la dimension éthique, euh, qu'est-ce que c'est que l'éthique? On ne va pas faire, rassurez-vous, un cours magistral sur l'éthique, mais pour le dire simplement, c'est ce qui guide nos choix selon ce que nous considérons comme acceptable ou non. Donc, chacun a une posture, une position d'un point de vue éthique, et c'est une dimension importante dans la RSE. Et puis, le troisième aspect qui va avec tout ça, c'est l'idée de peser les conséquences de ces actes, hein. C'est une forme de responsabilité. Donc, ces trois dimensions, elles sont présentes quand on parle de responsabilité sociétale des entreprises. Alors, l'autre aspect, bien sûr, c'est celui du développement durable qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. C'est important, c'est une idée très simple, le développement durable. Alors souvent, on ramène ça à l'environnement, mais c'est les trois piliers fondamentaux, économique, social, environnemental,
Et plus fort encore, c'est l'idée de, dans toute situation, par rapport à toute question, c'est de prendre en compte de manière équilibrée ces trois enjeux. On ajoute parfois un pilier territorial, un pilier relation avec la société, mais c'est la prise en compte équilibrée des enjeux qui est une idée assez fondamentale. Troisième aspect, ben, c'est cette relation avec les parties prenantes. Alors, qui sont les parties prenantes? Là, vous avez un nuage de parties prenantes. C'était la cartographie, comme on dit, dans une entreprise qui avait représenté, positionné ces différentes parties prenantes sur un petit schéma. Ça montre en tout cas la quantité d'acteurs quand on commence à s'intéresser à cette liste de parties prenantes. Mais qui sont ces acteurs? Ben, ce sont ceux qui affectent ou sont affectés par tout ce que décide et tout ce que fait l'entreprise. On pourrait dire de près ou de loin. Et une notion importante, c'est la notion de valeur partagée, hein. Donc, être en RSE, c'est être attentif à créer de la valeur partagée. Là aussi, c'est une question d'équilibre. On ne peut pas satisfaire toutes les parties prenantes, mais créer de la valeur partagée, c'est on pourrait dire une question centrale quand on parle de RSE, et c'est ce qui introduit la notion de performance économique, bien sûr, mais on parle beaucoup de performance globale, c'est-à-dire que et tout se tient, mais la performance, elle est autant économique, sociale, environnementale. Et cette notion-là est indissociable de la relation avec les parties prenantes. Alors, l'autre aspect, bien sûr, ces éléments de définition étant posés, c'est la relation avec le contexte. Une entreprise, un organisme, une organisation, quelle qu'elle soit, elle n'est pas isolée du reste du monde. Donc, je ne vous fais pas un dessin, le monde dans lequel nous vivons, avec tous ces aspects environnementaux, bien sûr, les attentes, les fragilités, les besoins humains, les évolutions sociologiques, les évolutions de la société elle-même, mais aussi un monde en permanente mutation technologique. On peut parler de la digitalisation, mais il n'y a pas que cet aspect-là, même s'il prend de plus en plus de place. On est toujours, bien sûr, ce n'est pas un scoop, dans la mondialisation, la globalisation des échanges. Et puis, on le sait tous, les réseaux sociaux, le cybermonde, on pourrait dire, avec ses travers. Malheureusement, on en entend parler beaucoup ces temps-ci. Tout ça, ça fait partie du contexte dans lequel nous évoluons, dans lequel les entreprises évoluent. Le deuxième point, c'est qu'on peut faire état d'une large prise de conscience, hein. Je pense que le sujet que nous abordons aujourd'hui il touche de plus en plus les acteurs économiques et sociaux, les salariés, les territoires, les associations. Je voyais une enquête, je crois, IFOP, il y a quelques jours, qui mettait en avant l'intérêt ou l'attention des salariés par rapport à ces questions-là, de façon assez large. Et puis également des références institutionnelles. Je citais tout à l'heure l'ISO 26000, mais on a aussi les objectifs du développement durable des Nations Unies, les ODD. On a des éléments de réglementation, hein, qui apparaissent, bien sûr, en cours de route. Et puis, j'aurais pu commencer par là, mais je préfère le mettre à la fin en espérant qu'on est sur une voie de sortie, la Covid-19 qu'évoquait Stéphane Bresson tout à l'heure et qui, malheureusement, est un élément pour le moins impactant. Donc, voilà pour ces éléments de contexte. Que vous dire pour... je suis en train de chercher mon papier. Voilà, je n'avais plus l'écran. Donc, quand on parle de l'entreprise, d'une certaine manière, on peut dire elle est forcément une entreprise sur un marché, hein, c'est la dimension business pour faire simple. Donc, elle est impactée par son marché, elle est impactante sur son marché, mais aussi de l'autre côté, ou d'une autre part, elle est en société. Donc, elle est impactée par ce qui se passe dans la société. On vient d'évoquer le contexte, mais elle est aussi impactante parce qu'elle a un pouvoir d'agir, des possibilités d'agir par rapport à la société. Et c'est ça aussi qui est un élément fondamental dans la RSE. Donc, pour dire autrement, commenter ce petit schéma, on peut dire qu'il y a bien sûr une préoccupation de rentabilité d'exploitation dans toute entreprise
à caractère commercial, compte tenu du contexte et des enjeux sociétaux. Donc c'est un peu ça, finalement, peut-être la responsabilité sociétale. Juste un mot sur sociétal, hein. On a employé déjà beaucoup le mot, on va l'employer beaucoup. En anglais, c'est social, hein, social responsibility. Donc sociétal, c'est la traduction de ce social. Alors certains le traduisent par social, ce qui peut prêter à confusion avec l'emploi courant du mot social dans nos entreprises. Voilà, donc étendue, diversité des motivations, les enjeux, les engagements, les situations, les actions. On va avoir l'occasion d'en parler de façon concrète. Mais tout à l'heure, on est parti d'un nuage de mots. Il y a beaucoup de choses, en effet, derrière cette RSE. Merci François. Donc, je vous propose qu'on continue. Pour ce qui est des questions, un petit commentaire sur les questions. On vous laissera le temps de questions au fur et à mesure des choses. Je pense que sur cette partie introductive, on va la prendre comme telle. Et je pense que vous aurez beaucoup plus de questions à l'issue de ce deuxième temps qu'on va aborder maintenant, qui va essayer de vous expliquer comment et pourquoi surtout s'engager dans une démarche RSE. On va essayer de vous en convaincre. Et pour ce faire, on va surtout s'appuyer sur les témoignages, je le disais en introduction, de 4 entreprises. Donc, François, tu veux nous parler un peu de ces entreprises? Alors, donc pourquoi s'engager en RSE? C'est la première question qui va nous intéresser. Donc, je vous rappelle, puisqu'on a déjà aperçu leur visage tout à l'heure, donc quatre témoins qui ont accepté, et on les en remercie chaleureusement, d'apporter par définition leur témoignage, de faire part de leur expérience. Et donc, on va donc leur proposer de témoigner avec un échange sous forme de questions-réponses. Et je présenterai succinctement, hein, et en essayant de le faire le plus convenablement possible, mais chaque entreprise au moment où chaque témoin prendra la parole. Donc, on va commencer par alors, la biscuiterie de l'abbaye, hein, donc, pour faire cette présentation rapide et sous contrôle, bien sûr, de Gérard Lebaudy, dirigeant de la biscuiterie, qui accepte aujourd'hui de témoigner. Donc, je dirais, elle est une entreprise bien connue quand même dans la région, surtout quand on parle de RSE, elle est quand même très souvent citée. Entreprise implantée dans le département de l'Orne, pionnière donc dans ce domaine, très engagée depuis plus de 15 ans, à l'initiative de Gérard Lebaudy. Le Cercle Drakkar en 2005. Donc, le Cercle Drakkar, c'était au départ une opération collective portée par AFNOR et AQM. Engagement également fort au sein de la filière, hein, au niveau de l'AREA. Je pense ne pas me tromper en disant que la parole de Gérard Lebaudy est une voix entendue. Et c'est l'occasion de rappeler aussi le travail fait au niveau des filières. On cite l'AREA, je pense qu'on aura l'occasion par la suite d'associer, et bien volontiers en tout cas, d'autres filières. Voilà, donc plus de 15 années d'action en matière de développement durable. Si on veut résumer, mais vous avez à l'écran aussi une présentation de la biscuiterie de l'abbaye. Donc, ceci étant dit, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, concernant cette question de pourquoi s'engager en RSE. Donc, je pose la question à Gérard Lebaudy. Pourquoi vous êtes-vous engagé il y a maintenant plus de 15 ans, à une époque où on parlait de développement durable? Et peut-on dire, avec le recul, que la démarche RSE de la biscuiterie de l'abbaye a contribué à son développement? Et 15 ans après, que vous apporte cet engagement? Oui, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, l'engagement, il y a plus de 15 ans, c'est à la fois le fait d'une trajectoire de l'entreprise et d'un concours de circonstances.
La trajectoire, eh bien, nous venions au début des années 2000 d'être certifiés à la norme ISO 9001 de qualité. Et nous cherchions un nouveau challenge collectif et nous avions décidé de nous orienter vers le travail sur l'ISO 14001, qui est la norme environnementale, poussé en cela par le fait qu'on on produit et on produisait des biscuits régionaux du terroir normand, d'une part, et d'autre part, on était engagé depuis déjà longtemps dans la production de biscuits biologiques, donc ça faisait sens. Et puis, le concours de circonstances, eh c'est qu'en 2003, nous avons été incités à signer le Global Compact de l'ONU. Et là, on s'est déjà aperçu que dans les différents items, on se rejoignait l'économique, le social, l'environnemental. Et autre concours de circonstances, en 2004, cette fois-ci, l'AFNOR, qui avait, bien avant l'ISO 26000, avait produit un référentiel qui s'appelait le SD 21000, a voulu le tester en Normandie et on a sauté sur l'occasion pour voir un petit peu de quoi il s'agissait. Et là, ça a été un peu une révélation, c'est-à-dire que tout ce qu'on faisait à droite, à gauche, parce que tout le monde fait des choses au niveau du développement durable, mais de façon, je dirais, un petit peu sans réflexion particulière, eh bien, on s'est aperçu à ce moment-là que tout entrait en cohérence par l'intermédiaire d'un référentiel comme celui-ci. Et à partir de là, on a commencé à décliner un plan pluriannuel de développement durable, puisqu'à l'époque, on parlait que de développement durable. Voilà l'origine. Alors, bien sûr, contribution au développement d'entreprise, forcément, ce fameux plan a agi rapidement comme un guide, ce qui nous a poussé finalement à accentuer encore les approvisionnements régionaux, par exemple, ou accentuer notre effort sur le développement des biscuits biologiques. Ça nous a également, par l'intermédiaire d'un bilan carbone qu'on a réalisé en 2008, ça nous a donné des orientations sur le plan environnemental également. Et puis, bien évidemment, ça contribue au développement par la notoriété que ça nous a amené, et notamment la notoriété vis-à-vis des clients, par les quelques petits trophées qu'on a pu recueillir, mais également par le fait qu'on se trouvait en phase avec la préoccupation profonde de certains clients. C'est ainsi, par exemple, que notre engagement dans le développement durable n'est pas pour rien dans le référencement que l'on a obtenu chez Biocop, par exemple, pour ne citer que. Donc voilà un petit peu en quoi ça contribue au développement. Alors, il y a également toute la dimension humaine qui est très très importante chez nous, et on a souvent, comme vous le disiez tout à l'heure, on parlait souvent de développement durable, environnement, mais c'est vrai que chez nous, c'est plutôt le pilier social qui a été le plus développé. Alors, je ne sais pas, je laisse plutôt peut-être venir les questions que de continuer à monologuer ainsi. Question en fin de webinaire, on a prévu d'ouvrir la parole aux uns et aux autres. Juste peut-être pour compléter, est-ce qu'avec le recul, est-ce que cet engagement, ces actions que vous venez d'évoquer, ou ces premières actions que vous venez d'évoquer, est-ce que ça apporte toujours et encore une valeur ajoutée pour la biscuiterie de l'abbaye? Est-ce que ça accompagne son développement? Bon, bien sûr, hein, on peut essayer d'être un peu pédagogique en déclinant les différents piliers. Sur le plan économique, bien évidemment, on est en forte progression depuis un certain temps, mais ça nous a permis, tout le travail qu'on a fait, aussi bien sur les approvisionnements que sur la formation des personnes, d'accéder au fameux label entreprise du patrimoine vivant, ce qui est très, très important pour nous, hein, dès lors où on fabrique des spécialités normandes. Également, aujourd'hui, je parlais du biologique. Aujourd'hui, la production de biscuits biologiques, c'est 60% du chiffre d'affaires. Donc, c'est très important également. Et disons, notre engagement n'y est pas pour rien.
Sur le plan social, on a beaucoup travaillé sur les conditions de travail parce qu'on avait été alerté par l'ANACT sur les risques de TMS. Donc, on a travaillé avec un logiciel, des simulations, gestes, postures, la création d'une cellule d'amélioration continue qu'on appelle de Top Ergo, dotée d'un budget. Et aujourd'hui, bien, il faut quand même saluer le fait qu'on n'a pas de TMS dans l'entreprise, malgré quand même le risque de gestes répétitifs ou autres. Donc, sur le plan environnemental, c'est beaucoup plus facile à décrire les résultats, puisque en une dizaine d'années, si vous voulez, on a baissé significativement les consommations d'eau, d'électricité, de gaz par tonne de biscuits produits. Hein. C'est entre 15 et 20% hein, quand même. On a également réduit la production de déchets de DID de façon, on l'a divisé par 2. On a obtenu l'ISO 14001. Et puis, je dirais qu'on a plusieurs centaines de tonnes d'équivalent CO2 qu'on a pu économiser également. Et sur le plan sociétal, eh bien, on a engagé beaucoup de collaborations. Je pourrais parler de Terre de Liens, par exemple, qui favorise l'installation d'agriculteurs bio. On pourrait parler de Ciné Environnement, une petite association à AC qui promeut l'environnement au travers d'un festival depuis déjà très longtemps. La route des abbayes normandes sur la partie tourisme. Madagascar avec Monsieur Le Baudy, Ténérero et de Groupama. C'est très impoli ce que je fais. Non, allez-y. Dans cette description, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, ce n'est pas une surprise, connaissant un petit peu la biscuiterie. Mais on reviendra aussi tout à l'heure sur des exemples de bonnes pratiques ou d'actions. Oui. Je propose maintenant de donner la parole à Juste un mot, s'il vous plaît. Oui. Juste un mot. Oui, effectivement, quand je dresse un catalogue comme ceci, j'allais dire, ça peut faire presque peur à des gens qui voudraient démarrer dans le développement durable. Mais encore une fois, il y a un recul de 15 ans, d'une part, et comme tout le monde, eh bien, on y est allé à notre rythme, lentement mais sûrement, en suivant cette idée d'amélioration continue. Ouais. Donc on reviendra en effet sur ces aspects-là qui sont importants. On ne fait pas tout en même temps, il y a une progression et c'est une dimension effectivement très, très importante. Donc avant de passer la parole à Antoine Parade, qui est le secrétaire général de la Caisse d'épargne de Normandie, quelques mots rapides de présentation ou quelques idées fortes concernant cette banque. Je pense que tout le monde connaît la Caisse d'épargne de Normandie. Enfin, si certains ne connaissent pas, qu'ils nous écrivent. Plus sérieusement, donc 200 ans d'existence, une des premières banques françaises après la Banque de France, au moment de sa création, donc fondée dès l'origine sur une initiative ou des initiatives philanthropiques. Le nom est associé par exemple à la création des bains-douches, des jardins ouvriers, du livret A bien sûr, et puis une politique RSE affirmée depuis 2008. Et tout récemment, une labellisation Bicorp pour attester de son engagement et élargir de sa démarche RSE. Donc, Monsieur Parade, merci également de votre participation. La question que j'ai envie de vous poser, c'est au-delà des obligations légales, qu'est-ce qui a motivé l'engagement d'une démarche RSE au sein de la Caisse d'épargne de Normandie ? Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de cette invitation. J'espère que vous m'entendez bien. Je ne me vois pas à l'écran, mais ça doit être normal. Effectivement, vous avez dit des choses qui sont assez structurantes. Antoine, juste, oui, voilà, il faudrait que vous activiez votre caméra si vous voulez qu'on vous voit. C'est fait, en principe, c'est fait. Bon, elle est activée, mais voilà. Vous m'entendez ou pas ? On vous entend très bien, oui. Bon, je ne sais pas pourquoi vous ne me voyez pas. Ah, voilà. Oui, alors ce que je précisais, c'est qu'on peut probablement distinguer trois phases dans l'engagement de notre démarche RSE au niveau de la caisse d'épargne.
D'une part, évidemment, il y a la dimension historique. Vous l'avez rappelé à l'instant, ça fait 200 ans qu'on existe sur le territoire et on a été créé autour d'une dimension philanthropique, dans une idée d'aide finalement à la société. Donc c'est vraiment dans nos gènes, comme on dit habituellement. Après, les caisses d'épargne, évidemment, ont évolué avec la société pendant 200 ans. Et le modèle actuel est un modèle coopératif. Donc, ça veut dire une banque qui est détenue par ses sociétaires, par ses utilisateurs, par ses clients. Donc, ça veut dire que c'est une banque qui, naturellement, se préoccupe dans ses décisions de gestion de ce qui intéresse le client et le territoire. Et puis, c'est une banque qui est une banque de proximité, une banque qui est complètement sur le territoire normand, sur les 5 départements et que sur les 5 départements. Hein. Donc, il y a un engagement lié à son modèle économique finalement. Et puis, pour finir, j'aurais envie de parler de valeurs. Monsieur Le Baudy l'a abondamment mentionné tout à l'heure. Je pense que c'est clé, hein, de valeur vers l'humain, de valeur vers ce qui contribue au mieux-être de tous, pas seulement de son chiffre d'affaires, même si c'est fondamental, mais également de mieux-être pour ses collaborateurs, de mieux-être pour ses clients et plus généralement, j'espère qu'on le verra tout à l'heure, de mieux-être pour les communautés de son territoire. Donc voilà un peu ce qui, en résumé, a motivé l'engagement de la Caisse d'épargne avec des stades, évidemment, hein, au cours de ces 200 ans d'existence. Merci. Donc, on reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie, notamment sur des exemples que vous avez, quand on a préparé ce webinaire que vous avez pu évoquer. Je vais tout de suite passer la parole à Stéphanie Couture du groupe de la société Nutri-7. Donc, quelques mots de présentation. Donc, une entreprise agroalimentaire implantée à Maloney en Seine-Maritime depuis 1986. Et donc, Nutri-7 développe, produit, distribue des solutions nutritionnelles prêtes à l'emploi pour le traitement et la prévention de la malnutrition des populations vulnérables dans les pays du Sud. Je lis mon texte parce que j'ai peur d'oublier un certain nombre de choses en route. Donc, populations vulnérables, des enfants, des femmes enceintes, allaitantes, des populations déplacées, etc. Activité tournée vers l'international qui répond aux demandes des Nations Unies, d'ONG spécialisées, de gouvernements pour faire face à ces problèmes de nutrition ou de malnutrition. En 2005, Nutri-7 crée le réseau de franchises industrielles Plumpy Field, implanté dans les pays du Sud. Il valorise des productions locales. Les produits du réseau Plumpy Field et de l'usine de Maloney participent chaque année à la prise en charge de près de 10 millions, de plus de 10 millions même de personnes. Et en 2015, Nutri-7 a été première entreprise française à inscrire son mandat fondateur dans ses statuts en y énonçant ce que l'on appelle un objet social étendu. Alors, Stéphanie Couture, on vient de le voir, votre entreprise est activement engagée socialement, enfin par l'objet social très, très engagé d'une certaine manière en RSE. Pourquoi ou quelles sont les autres facettes de cet engagement et pourquoi cet engagement ou ce prolongement de cet objet social étendu? Bonjour, oui merci. Bah oui, donc effectivement, nous, on a déjà été créés avec l'idée de notre fondateur, c'était vraiment que l'entreprise soit utile à la société, donc avec un mandat qui était de nourrir les enfants et qui s'est transformé après en un objet social étendu, d'apporter des solutions efficaces aux problématiques de nutrition-malnutrition. Donc déjà, le fait d'être utile à la société, c'est vraiment, pareil, inscrit dans nos gènes. Ensuite, vous l'avez dit, l'entreprise, elle a un devoir de responsabilité pour être conforme déjà à tout ce qui est réglementaire, mais au-delà, c'est-à-dire que effectivement, l'entreprise interagit avec ses parties prenantes qui sont extrêmement nombreuses. Chacune ont une influence très très forte les unes sur les autres.
Et du coup, il y a un levier, il y a un champ des possibles d'action qui est immense. Et donc, en fait, l'entreprise a vraiment un pouvoir d'agir. Qu'il s'agisse de réduire, je sais pas, son impact environnemental ou de créer du bien-être au travail ou de mener des politiques d'achat. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut aussi mettre en œuvre qui ne coûtent pas forcément très cher et qui peuvent rapporter beaucoup à l'entreprise et à ses parties prenantes. Et donc, il y a un cercle vertueux qui est possible et assez facilement, tout compte fait, sur des choses parfois simples. Donc, ça, je trouvais que c'était important de le dire. Et puis, le troisième point aussi, c'est que l'entreprise est beaucoup sollicitée et a évidemment envie de mettre en œuvre des actions et de soutenir des actions philanthropiques. Et ce que je trouvais intéressant, c'est de trouver en fait et de s'engager dans des initiatives philanthropiques qui font sens avec l'entreprise, avec sa culture, avec ses valeurs, pour justement que les collaborateurs et l'écosystème au sens large se reconnaissent et s'engagent encore plus facilement vers ces actions. Donc, voilà pour la façon dont on a d'envisager la RSE au sens large au sein du groupe Nutri7. Et juste un petit mot, nous, on est signataire aussi du Global Compact, mais que depuis cette année, alors qu'on travaille avec les Nations Unies depuis 25 ans. Et tout ça pour dire qu'effectivement, on a la chance de pouvoir tous s'investir et s'engager dans la RSE à son rythme, en fonction de ses capacités et de ses possibilités. Merci. Donc, on reviendra là aussi sur des exemples dans la deuxième partie. Je vais passer la parole maintenant à Xavier Rosé, après une présentation rapide de l'imprimerie Marie. Donc, l'imprimerie Marie est implantée à Honfleur, une équipe de 10 personnes, une entreprise, je dirais, pour la connaître un peu, performante et innovante, mettant en œuvre de l'éco-conception notamment, très engagée en RSE depuis 2012. Je voudrais souligner aussi l'engagement fort de son dirigeant, de Xavier, au sein de la QM Normandie. Donc, il en a été le président. C'est quand même pas... c'est important de le souligner et de le remercier au passage. Il a encouragé notamment le déploiement des actions en faveur de RSE et de la RSE et du label Rexelis qui est porté par l'AQM. Souligner également un engagement pour promouvoir et développer la RSE au sein du réseau Impris France qui rassemble une soixantaine d'imprimeries en France. On en parlera, je pense, tout à l'heure un petit peu. Bonjour Xavier, merci beaucoup je vais te tutoyer parce qu'on se connaît bien quand même, de ta participation. Et donc, l'imprimerie Marie, comme je viens de le dire, s'est engagée en 2012. Pourquoi depuis 2012 cet intérêt soutenu pour la RSE? Alors, bonjour à tous. Alors, je démarrais bien avec un petit clin d'œil en vous disant que la RSE fait partie de notre ADN depuis toujours, mais que peut-être on ne le savait pas. Alors, l'entreprise, au début des années 2000, était engagée dans l'ISO 9001. Et lorsque j'ai racheté l'entreprise en 2007, je me suis aperçu que cette norme était assez contraignante et qu'elle ne répondait pas forcément à ce que nos clients attendaient aujourd'hui, quoi. Et puis qu'elle ne prenait peut-être pas en compte toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc en 2012, nous avons eu la chance, avec le concours de la région et l'opportunité de tester un outil qui à l'époque s'appelait RSD2. Et nous avons été accompagnés à cette époque par l'AQM Normandie. Donc, tu l'as rappelé, François, l'imprimerie Marie, c'est une petite équipe. Et grâce à RSD2, nous avons pu avoir une démarche structurante dans l'entreprise. Et ça nous a permis de dresser un plan d'action
et à partir de ce plan d'action, de les prioriser. L'autre intérêt de cette démarche, ça a été d'avoir une photographie de l'entreprise au milieu de son environnement et d'imaginer quelle pourrait être cette photographie à l'horizon de 3 ans. Voilà. Donc voilà un peu l'histoire qualité de l'imprimerie Marie. Merci. Et pour compléter, je dirais avec le recul, avec un certain nombre d'années de recul, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la démarche RSE de l'imprimerie Marie est réellement un facteur de performance et brièvement, mais de l'illustrer par quelques exemples, quelques aspects concrets, on va dire. Oui, alors la performance, moi je me souviens, en fait, je crois qu'on ne sait pas si l'entreprise elle est profitable grâce à la RSE, ou si au contraire c'est parce que l'entreprise est profitable qu'elle met en place une démarche RSE. Je me souviens qu'au ministère de l'économie, ils avaient fait une étude auprès de plusieurs milliers d'entreprises et ils avaient mis en avant que pour les entreprises qui étaient engagées dans cette démarche RSE, elles avaient une profitabilité supérieure de 15% aux autres entreprises. Étude de France Stratégie 2016. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, je crois que la RSE fait que l'imprimerie Marie est restée profitable. Peut-être, François, qu'on développera les exemples dans un deuxième temps. Bien volontiers. Donc, merci pour ce premier tour de table aux uns et aux autres. Qui a généré quelques questions. Donc, on va essayer de répondre à quelques-unes. Elles sont déjà nombreuses. Donc, bon, il y a des questions techniques que je vais évacuer assez vite. Hein. Je le répète, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez retrouver tous ces éléments, effectivement. Une autre question, c'était de dire est-ce qu'il existe des démarches collectives au niveau de la région? C'est l'objet du point 4, finalement, hein, de vous poser des choses. J'ai vu aussi une réaction d'un de nos autres partenaires, le Conseil national des achats, et on a prévu de faire des choses, effectivement, par exemple, sur la thématique achat de manière un peu spécifique. Donc, ça fait partie de cette démarche collective que l'on souhaite effectivement mettre en place. Après, il y avait deux questions plus sur le fond, finalement. Une première question, c'était de dire est-ce que finalement, on peut éviter dans ces démarches-là que la dimension purement économique prenne le pas sur une dimension développement durable, etc. Et en gros, c'est business is business. Est-ce que le financier ne prend pas malgré tout le pas sur ces démarches plus sociétales? Et la deuxième question, on va essayer de traiter les deux en même temps, mais qui s'adresse peut-être plus aux intervenants, peut-être qu'ils pourront répondre dans le deuxième temps des témoignages. Ça a été la question est quelle a été la réaction des salariés au fur et à mesure de la mise en place de ces démarches de RSE? Alors, en effet, je propose garder cette deuxième question en tête et on aura l'occasion de l'évoquer dans quelques instants. Après, pour la question, la prime à l'économie, je dirais, c'est une question, enfin, parvenir sur les éléments de définition, mais c'est une question de volonté, c'est une question d'engagement, de trouver les bons équilibres, mais en ayant en tête ce que vient de souligner Xavier Rosé, c'est que d'une manière générale, l'engagement et les actions RSE, quand elles sont bien choisies, bien menées, pertinentes, eh bien, sont plutôt tout à fait favorables d'un point de vue économique. Peut-être en 2-3 mots, comment synthétiser déjà cette première étape? Oui, je veux bien avoir les supports. Voilà. Donc, deux, trois idées. D'abord, il y a une question, c'est finalement, et là, je m'adresse particulièrement, ou ça concerne particulièrement le cas des PME, hein, ou des TPE, même, ou des PME. Finalement, si on s'interroge sur les motifs d'engagement, qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se dit, il faut absolument que je fasse quelque chose en RSE? Bon, vous avez ici six focus, hein, mais bon, il y aurait certainement d'autres idées, mais d'abord un dirigeant convaincu, hein, un certain nombre de dirigeants sont attachés à ces questions-là. Le deuxième aspect, c'est une demande client, quand vous avez en particulier, comme on dit, un grand donneur d'ordre dans une PME qui vous dit, je pense à une entreprise que je connais bien, le cas s'est présenté récemment, un de ses bons clients lui dit « Mais dites donc, qu'est-ce que vous faites en RSE ?» C'est un phénomène déclencheur. Vous avez aussi, souvent lié aux demandes des grandes entreprises, des cotations, des demandes d'évaluation par un organisme qui s'appelle EcoVadis notamment. Donc, on a la volonté d'avoir, entre guillemets, une bonne note. Vous avez, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, des démarches de filière ou de réseau. Je suis dans la filière agroalimentaire. C'est une filière
dynamique de ce point de vue-là, et d'autres. Hein. Je parle de la filière agroalimentaire parce que nous avons deux entreprises agroalimentaires aujourd'hui. Et puis, ça peut être l'éclairage d'un expert ou ça peut être un tas d'autres situations qui fait que j'en ai entendu parler, ça me donne envie d'aller de l'avant. Après, la valeur ajoutée, au travers de ce qui a été dit, et très rapidement, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une tendance forte et on voit apparaître de plus en plus hein, le rôle sociétal, disons, de l'entreprise hein, sur différents sujets. Le deuxième aspect, je pense en particulier à Nutri7, je pense que c'est vrai dans les 4 cas d'ailleurs, mais la raison d'être, l'affirmation de la raison d'être, les valeurs de l'entreprise, on l'a entendu dans tous les autres témoignages, la mobilisation des collaborateurs, un projet fédérateur, une démarche qui peut être intégratrice, structurante, hein, parce qu'on va plus ou moins, à un moment donné, faire un état des lieux, on va planifier sa démarche, on va éventuellement s'appuyer sur des critères de labellisation. Hein, c'est des sujets qu'on n'évoquera peut-être pas beaucoup aujourd'hui, mais on aura l'occasion d'y revenir par la suite. L'accroissement de la performance économique qu'on vient d'évoquer, la prise en considération des intérêts des parties prenantes. Bien sûr, et il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est une question d'attractivité, de réputation de l'entreprise. Hein. Quand on parle d'attractivité, ça peut être y compris pour l'embauche de salariés, hein, donner envie de venir travailler dans l'entreprise. Et puis, des avantages concurrentiels, des atouts commerciaux. Donc voilà, dans tout ce qui a été dit par nos témoins, je pense qu'on retrouve ces aspects-là. Donc, grande diversité et un certain nombre d'éléments de valeur ajoutée. Merci François. Donc, je vous propose peut-être qu'on passe à un troisième temps, hein, c'est-à-dire, bon, on voit pourquoi il faut y aller, mais maintenant, comment, hein, et si possible concrètement. Et pour ce faire, je pense qu'on va refaire un tour d'horizon avec nos témoins. Alors, effectivement, nous allons solliciter à nouveau nos témoins parce que la meilleure façon de l'illustrer, c'est par l'exemple, par le témoignage, bien sûr. Et donc, autour de 2 questions hein, qui apparaissent à l'écran, donc des exemples de concrétisation. Je vais demander à chacune et à chacun de donner de façon, alors je m'en excuse, de façon brève, hein, on a un chronomètre qui tourne et on a l'œil rivé. On a sous les yeux. On a l'œil rivé sur la pendule. Et puis ensuite, une deuxième question très, très brève, c'est 1 ou 2 facteurs de succès pour intégrer la RSE dans l'entreprise. Donc, Sur les facteurs clés, je rajouterais juste une question qui vient aussi du chat. Oui. Et des gens se posent la question sur avez-vous identifié des effets de la démarche sur l'anticipation et la gestion de risques? Et donc, effectivement, cette notion de facteur clé de succès, mais aussi gestion des risques, Alors, qui va avec. peut en faire partie, bien sûr. Donc, je vais m'adresser à Antoine Parade. Donc, vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Parade, de notamment du label Bicorp, hein, donc, qui manifestement est je sais pas, j'allais dire donne un nouveau souffle, c'était peut-être pas la question, mais donne en tout cas un cadre, des points de repère et augmente l'étendue de votre démarche RSE, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous en dire Alors, je peux vous parler du label RSE Bicorp, effectivement, puisqu'on a été certifié en 2020. Donc, ça, c'est. Il y a quand même 3 exemples clés qui sont très significatifs sur le territoire en matière de RSE que j'avais envie de partager, hein, éventuellement aussi, parce qu'après tout, un label, ça sanctionne finalement une démarche que nous avons en interne, mais les exemples de concrétisation sur le territoire, ça peut parler un peu plus à tout le monde. Donc, on a créé Kiwai avec la région Normandie, grâce à Kiwai, qui est une plateforme collaborative de crowdfunding, comme on dit en bon français. On met en relation des entreprises qui ont des projets verts, 100% green de transition énergétique par exemple, et 100% normand. Et on met en face des gens qui ont envie d'investir jusqu'à 2 000 €, donc c'est des petites sommes, pour accompagner la réalisation de ces projets. Dernier projet financé en date dans le cadre de cette plateforme Kiwai, c'est le parc éolien au large de Fécamp. Donc, c'est des projets qui sont quand même signifiants et qui ont un impact fort sur la région.
Ça, c'est un exemple qui s'est inscrit clairement dans le cadre de notre politique RSE et qui ne serait probablement pas fait si nous n'avions pas fait l'intégration stratégique de cette stratégie RSE. On a mis en place également des appels à projets dans le cadre de notre fonds de dotation. L'année dernière, on a financé 16 projets sur la mobilité inclusive. On a donné 150 000 € à des associations sur le territoire pour favoriser la mobilité inclusive. Là aussi, un impact fort sur l'ensemble, enfin, sur tout un ensemble de communautés du territoire. Et puis, troisième exemple que j'avais envie de citer, le plan jeune qui a été mis en place au niveau de la région. La Caisse a doublé son nombre d'apprentis, de stagiaires et essayer d'accompagner le plus possible les jeunes dans la période. Et vraiment, ces 3 illustrations qui ne se seraient probablement pas réalisées, en tout cas de cette manière-là, si on n'avait pas officialisé une politique RSE de façon claire et lisible. Voilà. Et je termine parce que je suis un tout petit peu long, pardonnez-moi. Oui, il y a un très gros impact sur la gestion des risques, en tout cas au niveau de notre banque, avec l'intégration d'une politique RSE, mais c'est un peu technique, on pourra en parler après. Facteur de succès? Alors, des facteurs de succès, pour moi, il y en a 4, hein, si on veut être un peu schématique. Il y a naturellement au départ la volonté du dirigeant. Sans ça, c'est très compliqué. Je crois que les exemples qu'on a eus à l'instant le démontrent bien. C'est déterminant. Ensuite, dans une entreprise de notre taille, il faut un poste qui soit clairement identifié et consacré à la RSE. Sinon, c'est trop évanescent. On a mis en place également une feuille de route claire qui est intégrée dans la stratégie de l'entreprise. Ce n'est pas à côté de la stratégie, c'est dans la stratégie. Et puis, des actions emblématiques qui peuvent également embarquer les collaborateurs. Hein. On a fait les vélos électriques avec remboursement des ICA, on a fait le zéro papier, le zéro plastique, un certain nombre d'initiatives qui peuvent mobiliser vite et fort les collaborateurs. Merci. Voilà pour oui, bref. Merci beaucoup. Peut-être juste un commentaire sur ce que vient de dire Antoine aussi, pour illustrer aussi les démarches collectives qu'il peut y avoir dans la région. La Caisse d'épargne a rejoint et même un des piliers aussi d'un club de grandes entreprises, hein, parce que je crois que c'est important que les grandes entreprises jouent un peu le rôle de locomotive. Et donc, il existe, on l'a mis en place depuis maintenant 3 ans, un rassemblement d'une vingtaine de grandes entreprises au sens gros employeurs régionaux qui, au-delà d'avoir ces actions individuelles dont vous venez d'illustrer quelques-unes, ont aussi décidé d'avoir des démarches collectives ensemble pour aussi venir en soutien la démarche, entre autres, de la région, d'un certain nombre d'acteurs régionaux sur l'inclusion, sur l'emploi, sur les jeunes, etc. Effectivement. Donc, ça fait partie aussi de ces outils qui sont mis en place, sur lesquels on reviendra en fin de séance. Alors, je m'adresse maintenant à Stéphanie Couture à nouveau. Donc, tout à l'heure, vous avez évoqué cette démarche RSE qui s'inscrit dans le prolongement direct de votre objet social étendu. Est-ce que vous pourriez citer un exemple ou 2 exemples, brièvement bien sûr, concernant à la fois la fabrication et la distribution de vos produits, peut-être très simplement, mais aussi l'engagement sociétal, hein, l'engagement en société, on pourrait dire. Oui, il y a un premier exemple dont j'avais envie de parler. Donc là, il est vraiment en continuité, on va dire, de notre objet social étendu, donc vraiment de notre activité, de notre engagement initial. Donc nous, on fabrique des solutions nutritionnelles qui sont envoyées dans des pays très lointains en Afrique et dans des endroits reculés pour des enfants qui souffrent de malnutrition. On a fait plusieurs constats. Sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y avait, il y avait beaucoup de problèmes de déchets liés au carton, justement, qui pouvaient émettre une pollution dans les endroits où les produits étaient consommés. On sait, alors ça c'est une porte un peu ouverte, mais que le jeu est indispensable au développement des enfants qui sont en bonne santé et qu'il est encore plus important pour les enfants qui souffrent de malnutrition. Or, sur nos visites sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'organismes qui avaient suffisamment de jouets pour les enfants. Et donc, on a décidé de travailler sur un nouveau carton d'emballage
qui, une fois vidé de son contenu, pouvait se transformer en jouet pour les enfants. Grâce à ça, en fait, on donnait une seconde vie au carton d'emballage. On répondait donc à une contrainte environnementale et puis surtout, on apportait en fait aux enfants un gain en plus du traitement nutritionnel. Donc, c'est un carton qui ne coûte pas plus cher et qui n'a évidemment pas d'impact sur la chaîne logistique. Et ce qui est intéressant par rapport à nos parties prenantes, c'est ça, c'est que l'enfant bénéficiaire de l'aide humanitaire peut avoir un jouet qui va l'aider à reprendre un petit peu plus goût à la vie, qui va le stimuler. Donc, ça va avoir un impact positif sur son traitement. Donc, c'est aussi un service qu'on offre gratuitement aux clients. Et en interne, ce qui était intéressant, c'est que c'est vraiment un projet qui a porté l'entreprise aussi, c'est-à-dire que tous, on a eu une petite étoile de l'enfant que nous étions. Et donc, il y a eu vraiment une fierté, une motivation et une cohésion en fait, au sein de l'entreprise par rapport à ce projet qui a mobilisé pas mal de gens. Et puis, faut le dire aussi, c'est un projet qui n'a pas coûté d'argent, mais qui a du coup a développé un avantage concurrentiel pour nous. Donc, voilà, c'était de cette manière-là, on a pu répondre à plusieurs attentes. Bel exemple, en effet, parce que de la façon dont vous le décrivez, on voit bien la création de valeur partagée que j'évoquais tout à l'heure, hein, donc, pour l'entreprise, mais aussi pour un certain nombre de ses parties prenantes. Et puisque l'heure tourne, je vais vous poser tout de suite la question des facteurs de succès. Alors, pour intégrer la RSE dans l'entreprise, les principaux facteurs de succès pour vous? Les facteurs de succès, c'est ça, c'est effectivement une direction générale convaincue et impliquée qui donne les moyens, c'est-à-dire effectivement quand on a la possibilité d'avoir un poste dédié, c'est quand même beaucoup plus efficace. Ce qui me semble aussi important, c'est de trouver des relais dans l'entreprise, c'est-à-dire, on disait en interne, comment c'est perçu par les collaborateurs. En fait, il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui sont très intéressés sur les questions environnementales, sociales, sociétales, et qui sont désireux de s'investir aussi dans leur entreprise et qui ont envie de voir que leur entreprise fait des choses pour ces questions-là. Donc, il faut le dirigeant, il faut trouver des ambassadeurs qu'on va prendre avec nous. Et puis, dans l'idéal aussi, trouver des actions qui font sens pour le plus grand nombre, que ce soit lié à l'activité, au cœur de l'activité en elle-même, ou bien effectivement sur des problématiques plus généralistes qui intéressent le plus grand nombre. Merci pour ces éléments. Je retiens en particulier dans ce que vous avez dit le mot ambassadeur. C'est très intéressant de parler d'ambassadeur. Et tout ça, ça fait le trait d'union avec la question que j'ai envie de poser à Gérard Lebaudy. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui, par rapport à cette démarche RSE, est le plus motivant pour vos collaborateurs, pour les salariés de la biscuiterie de l'Abbaye? Il y a plusieurs choses, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que l'implication des salariés est prédominante, hein. Nous avons créé une myriade de cellules d'amélioration continue dans tous les domaines et on a à peu près 30% du personnel qui participe directement à ces cellules, hein, et donc qui sont associés aux décisions qui sont prises. Alors effectivement, je sais pas, par exemple hier, nous avons eu l'honneur de passer sur le journal de France 2, le midi, comme entreprise exemplaire sur l'égalité homme-femme. Bon, c'est sûr que ça donne une certaine fierté à tous les membres de l'entreprise. On peut aussi parler du fait qu'on a une personne à temps complet qui s'occupe de la qualité de vie au travail, exclusivement, et on s'aperçoit que dans les entretiens professionnels, les revendications liées aux conditions de travail ont chuté drastiquement. Donc, il y a tout un tas d'exemples comme ça qui montrent que les employés sont très impliqués dans la démarche et la ressentent. On avait créé au début, dans les années 2000, on avait créé une association loi 1901 dans l'entreprise qui s'appelait
le développement durable. Et là, on travaillait beaucoup sur des domaines qui ne sont pas forcément évidents, comme la biodiversité. On faisait des sorties biodiversité, ou alors on faisait des projections de films. Je me rappelle du film d'Al Gore à l'époque. Et c'est quelque chose qui a aussi permis de diffuser la RSE dans l'ensemble de Si, là l'entreprise. aussi, on a des Au-delà. pistes ou des idées qui sont tout à fait intéressantes, qui sont en plus très à propos, d'actualité par rapport à la journée de la femme qui était hier. Oui. Donc, Juste c'est- compléter peut-être, Monsieur Le Boudy, pendant que vous êtes avec nous à l'écran. Il y a une question qui s'adresse à vous directement. Vous avez donc évoqué votre démarche RSE sur les dimensions développement durable, conditions de travail, TMS, etc. La question, c'est est-ce que vous avez également eu des actions sur le volet insertion, inclusion RH? Oui, oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Je n'ai pas pu tout dire, mais effectivement, on a beaucoup travaillé sur l'accueil de l'handicap, notamment. On a aujourd'hui 10% de nos salariés qui sont victimes d'un handicap. On a reçu là aussi le prix de l'AGFIP, hein, pour l'exemplarité dans l'insertion des personnes handicapées. L'ensemble de nos salariés a été formé également je dirais, à l'accueil de personnes souffrant d'un handicap. On reçoit aussi tous les mercredis, je crois, un IME qui vient aussi pour essayer de voir comment les jeunes peuvent s'intégrer dans le milieu du travail. Donc, ils viennent travailler un petit peu avec nous. Ils sont accompagnés, bien sûr, par un moniteur. Donc, voilà, on a pas mal d'actions dans ce domaine-là. Et encore une question, ce que vous avez fait samedi dernier sur la vente de biscuits déclassés, vous considérez ça par exemple aussi comme une action RSE ou Alors, c'est une action RSE dans le sens où ça contribue au zéro gaspillage aussi, hein. D'une part, hein, puisque nous, on ne gaspille aucun biscuit, qu'il soit, soit parce que dans les déclassements, c'est parce que les biscuits n'en font pas tout à fait le poids, ou ceci ou cela, mais également, quand il n'y a pas d'autre solution, on va vers l'alimentation animale. On a aussi pas mal de dons à des ONG aussi. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, on gaspille zéro biscuit. Donc là aussi, en termes de RSE, c'est quand même intéressant. Et puis, bien sûr, au niveau sociétal, c'est une opération qui a beaucoup de succès. Merci. En combien? 20 secondes, un principal facteur de succès pour intégrer la RSE dans l'entreprise? Je pense que, comme tout le monde, c'est qu'il faut emmener tout le monde avec soi, hein. Et donc, c'est effectivement, il faut que l'ensemble, il faut arriver à entraîner avec soi l'ensemble du personnel, soit, je dirais, par les raisons que j'ai données, hein. Merci, Et merci, voilà. merci. Ça a fait les 20 Juste un secondes. mot pour dire aussi que Oui. l'AREA est très impliquée, puisque la RSE est le 4e pilier maintenant, dorénavant, de la marque Saveurs de Normandie, et que donc les 200 entreprises adhérentes s'engagent dans cette voie dès à présent. Ouais, c'est un engagement qui a été pris depuis de nombreuses années déjà par la REA, Oui, autant que je sache, hein. Ouais. Pour tout le monde, l'AREA est en association de filière de l'agroalimentaire. c'est ça. Alors, je reviens maintenant vers Xavier Rosé. Donc, peut-être un exemple d'action, un ou deux exemples, hein, mais malheureusement dans un temps bref, mais l'action est pratique. Et puis, j'aimerais peut-être un petit focus sur, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais sur le travail collectif qui a été fait, qui est fait au niveau du réseau Imprix France, et dont je sais que tu es très moteur par rapport à ça. Et c'est intéressant, on a déjà évoqué la dimension collective tout à l'heure, mais c'est intéressant là encore peut-être de souligner l'importance de ces dimensions collectives. Oui, alors, bon, en fait, l'entreprise appartient à un groupement d'achat qui s'appelle Imprix France et qui rassemble 70 imprimeries sur le niveau, au plan national. Ce sont toutes des PME entre 10 et 100 personnes. Je crois que c'est important de le préciser. Il y a 4 ans environ, le président m'a demandé de
de réfléchir à comment on pouvait déployer sur le plan national une démarche RSE. Et donc, j'ai créé un comité de pilotage et nous sommes partis d'une feuille blanche avec mes quelques confrères qui souhaitaient avancer sur la RSE. Alors, de cette feuille blanche, en fait, on a décidé d'essayer de structurer la démarche. Alors, on a mis en place des indicateurs sur les 3 piliers qui sont l'environnement, le social et l'économique. Et on a décidé de travailler sur 3 indicateurs pendant 4 ans, ce qui fait au total 12 indicateurs. On a décidé également d'avoir une journée dédiée à la RSE, une journée par an, dans laquelle on rassemble tous les sociétaires du groupement. Et l'idée, c'était à l'époque donc de travailler sur ces indicateurs, mais surtout aussi d'échanger sur nos bonnes pratiques, parce que c'est là le véritable intérêt, c'est de voir un petit peu chez les petits copains ce qui se fait de bien et que ça puisse nous donner des idées. Et puis en face de chaque indicateur, donc il y avait une fiche action. Cette fiche action, elle servait à donner la règle de calcul et des propositions d'actions d'amélioration. Mais pour que tous nous puissions répondre de la même façon à ces indicateurs. Voilà, et puis on a décidé qu'il y aurait trois chemins pour rentrer dans la démarche RSE. Un premier chemin très simple pour ceux qui ne sont pas très avancés dans la RSE, c'est uniquement de remplir les indicateurs. Et en remplissant ces indicateurs, le groupement remet un label, le label RSE à un prix France. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui sont un peu plus avancés dans la démarche RSE, on leur a proposé un mini-diag justement pour avoir une photographie de leur entreprise et savoir où ils en étaient véritablement dans leur avancement RSE. Et ce deuxième chemin permettait d'accéder à une labellisation au niveau national à travers Rexelis. Et là, donc c'est délivré par France Qualité. On nous remet un beau diplôme, je crois que c'est au ministère de l'économie. Donc voilà. Et l'intérêt de cette troisième démarche, à mon sens, c'est l'élément différenciant qui fait que l'imprimerie Marie ou l'imprimerie qui fait partie du groupement eh bien, va apporter un plus vis-à-vis de ses clients. Ce que je regrette un peu, je profite d'être à la tribune, c'est que cette démarche RSE, souvent, elle a un coût pour l'entreprise. Et quand on répond à des appels d'offres, par exemple, cet élément différenciant, alors c'est vrai qu'il est pris de plus en plus en compte, mais malheureusement, c'est souvent l'aspect économique qui prime, et ça, pour ma part, je le regrette. Ce témoignage, ça met en avant, alors je ne vais pas poser la question des facteurs de succès parce que clairement, ce qui vient d'être dit, je pense qu'on est dedans, c'est-à-dire la dimension, là où ça s'y prête, bien sûr, mais du collectif. Donc, on le voit dans le cas d'un réseau d'imprimeurs, on a évoqué tout à l'heure des associations de filières qui portent aussi des actions collectives. Et puis aussi un deuxième aspect, c'est la progressivité. Tout à l'heure, je crois, il était souligné qu'on ne faisait pas tout en même temps. Il y a une dimension de progressivité, il y a un niveau d'exigence qui va augmenter dans le temps. Tout ça, ça fait partie de la question de l'intégration de la RSE, puisque c'était le sujet de cette séquence. Alors, juste peut-être… Si tu me permets, je voudrais juste ajouter une chose, c'est qu'au départ, le groupement Impris France, donc c'est les chefs d'entreprise qui se rassemblent entre eux, mais autour de la RSE, on y a associé nos collaborateurs parce que sinon, ça ne pouvait pas fonctionner. Voilà. Absolument. Et il y avait une question, j'ai perçu, là j'avais un œil sur le chat, même si c'est Stéphane qui a plutôt un œil. Moi j'ai piqué une question au passage, je me suis permis. C'était une remarque par rapport qui dit les grandes entreprises, bah oui, elles ont entre guillemets, les moyens ou les possibilités d'affecter des experts RSE ou des gens qui sont sur ce sujet-là, mais une PME, c'est pas le cas. Donc effectivement, ce qu'on peut voir dans les PME, c'est que c'est d'abord le dirigeant, l'engagement du dirigeant comme partout, mais plus encore, il est absolument incontournable, mais que pour autant, on peut associer les collaborateurs sans pour autant avoir besoin
de créer un poste, évidemment, sur ce sujet-là. J'en profite pour évoquer ça parce que c'est une question Tout à fait. importante. D'ailleurs, on peut s'accorder 3-4 minutes avant de passer à la dernière partie sur faire le tour de 2-3 questions. En fait, il y a plusieurs questions qui reviennent sur un sujet qu'on a beaucoup évoqué. Et on va tenter un petit tour de table très rapide des 4 témoins pour ceux qui veulent intervenir. Mais on a parlé des facteurs clés de succès. Mais finalement, est-ce que vous avez identifié quand même des freins assez majeurs, on va dire, à cette mise en place de la RSE? Et puis, il y avait une question qui me semblait intéressante, c'est de dire finalement, avez-vous des arguments vis-à-vis des détracteurs de la RSE? Bon, des gens qui diraient bah, ça ne sert pas à grand-chose ou ça ne fait que pour les grands groupes, si Antoine veut répondre à ça, etc. Donc, je ne sais pas si on a un flash de… Très brièvement. C'est une question intéressante, effectivement, qu'on aborde assez rarement, tant il apparaît que la RSE n'apporte que des avantages. En réalité, on peut être confronté à des problèmes culturels quand même. Et ça nous arrive d'ailleurs encore aujourd'hui, puisque vous l'avez dit au départ, il y a une notion qui est, à mon sens, assez fondamentale, c'est la notion d'équilibre. On ne peut pas être à fond, enfin, ça n'a pas de sens d'être complètement engagé dans une démarche, par exemple, de transition énergétique en faisant fi des conséquences d'une filière qui conviendrait de rénover progressivement. Donc, il faut quand même avoir cette notion de responsabilité et d'équilibre en permanence présent à l'esprit quand on intervient sur ce genre de politique. Ça, c'est un écueil qui est important, qui nécessite de la communication et de la pédagogie. Puis, il y a un autre écueil que moi, je vois à l'inverse, peut-être, c'est ce qu'on appelle communément le greenwashing, et de communiquer abusivement sur des initiatives RSE finalement de faible ampleur pour se faire mousser en fait, tout simplement. Donc dans les deux cas, je pense qu'il faut savoir raison garder et être mesuré, tout simplement. Quelque part, ça renvoie à la notion de sincérité, qui est, on Ça, trouve c'est ça clair. dans les comptes, mais aussi en RSE, c'est important. Bien sûr, bien sûr. Une autre réaction peut-être ou sinon, M. Rosé, Oui. j'avais aussi une question en disant, est-ce que, c'est une question qu'on voit souvent, est-ce que effectivement la RSE est bien accessible à une PME finalement? Parce que souvent, on a des exemples dans notre panel de témoignages aujourd'hui, on est quand même sur des entreprises assez structurées. Ouais, ben, je voulais simplement dire aussi que on dit souvent, les détracteurs disent souvent, bah oui, mais la RSE, ça coûte cher, c'est pas pour moi. Moi, je pense que c'est complètement faux. Nous, c'est quand même ces facteurs d'économie essentiels. Dès qu'on s'intéresse à l'environnement, dès qu'on s'intéresse par exemple, à la consommation d'eau, on ne faisait pas attention. Dès qu'on y fait attention, on fait des économies substantielles. Sur la partie environnementale, on peut très rapidement faire des économies. Sur la partie sociale, c'est moins visible, sauf que lorsqu'on met en avant tout ce qui est conditions de travail, on s'aperçoit que le taux de cotisation aux accidents du travail, il baisse aussi. Donc, moi, je suis persuadé que la RSE est facteur de profit pour l'entreprise. Mais en monnaie sonnante et trébuchante, je parle. Je ne parle même pas de la notoriété. Et pour le reste, je dirais, au niveau des freins, peut-être que nous, on travaille pas mal avec la marque de distribution. Et là, effectivement, on est source de propositions, mais on ne va pas toujours à la vitesse où on le souhaiterait, notamment sur les packaging, sur la réflexion des emballages, sur la diminution des consommations d'emballage. Bon, ce n'est pas nous qui sommes les donneurs. Enfin, le donneur d'ordre a d'autres, je dirais, impératifs quelquefois qui fait qu'on va toujours aussi vite qu'on le souhaiterait. D'autres réactions? Oui, pour répondre à la question des PME, moi, je sais que dans une petite entreprise ou dans une moyenne entreprise, le chef d'entreprise, il est beaucoup dans l'opérationnel. Et moi, je suis convaincu que cette démarche RSE aujourd'hui, elle m'a permis de prendre du recul, de me sortir de l'opérationnel et d'essayer d'imaginer mon entreprise dans le futur. Moi, j'ajouterais que dans une PME, il faut évidemment se faire accompagner par un consultant
Ça, pour moi, c'est primordial. On ne peut pas le faire tout seul parce qu'on n'a pas toutes les compétences dans une petite entreprise. Donc, se faire accompagner par un consultant. Et sur le plan économique, c'est un faux problème parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on peut bénéficier d'aide pour cet accompagnement RSE. Et globalement, ça coûte quelques milliers d'euros à la PME. Et à mon sens, ça lui rapporte beaucoup plus que quelques milliers d'euros, que ce soit avec ses équipes ou sur le plan économique ou sur le plan de son intégrité. Voilà. Merci, merci cette intervention. François, peut-être tentative de conclusion un petit peu sur cette partie-là. Je veux bien juste qu'on me mette mon support. Voilà, merci. Donc, les facteurs de succès, on a entendu les uns et les autres. Hein, donc, on insiste beaucoup à la QM sur la dimension RSE performance. Hein, je ne vais pas vous faire un sketch et un développement là-dessus parce que ça prendra un petit peu de temps, mais vous avez bien compris que la création de valeur pour les parties prenantes, c'est la performance économique, certes, mais pas que. Et cet aspect-là est important. L'engagement de la direction, l'intégration QSE, transversalité, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais quand on a un système de management certifié, comment articuler tout ça? Il ne s'agit pas de plaquer quelque chose en dehors. Une démarche progressive sur la durée, on l'a évoqué plusieurs fois. La mobilisation des salariés aussi, hein, des différentes parties prenantes, on a vu au travers des exemples. Et puis, bien sûr, la mise en valeur des résultats, des actions, des bonnes pratiques, tout ça en sincérité, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, des échanges d'expériences, les clubs, les filières, les réseaux, déjà évoqués. L'autre point, et j'ai aperçu une question dans le chat, ne faut-il pas commencer par se poser au préalable la question du sens, de la mission et des valeurs de l'entreprise? Voilà peut-être des éléments de réponse, c'est-à-dire considérer que l'intégration, elle se fait, au bout du compte, nécessairement à 3 niveaux. C'est-à-dire, il y a le niveau on va appeler ça du projet, le projet de l'entreprise, hein, avec ses valeurs, sa raison d'être, ses produits et services, bien sûr, ses objectifs de développement. Deuxième niveau, c'est, pour faire simple aussi, on va appeler ça organisation. C'est dans l'organigramme, dans la procédure, dans les ressources, dans les relations avec les parties prenantes, bien sûr, dans la gouvernance, c'est très important, et dans le management, hein, le rôle des managers, des encadrants, des responsables, il est très important. S'ils ne sont pas, comme pour la plupart des sujets d'ailleurs, mais s'ils ne sont pas au fait de tout ça, ça ne fonctionnera pas. La communication est donc importante, interne, externe. Et puis le troisième niveau, c'est bien sûr la mise en pratique, avec à la fois des actions de progrès, mais aussi des bonnes pratiques qui doivent rentrer dans le quotidien de l'entreprise. Et puis, dernier petit élément de synthèse, et là, je ne vais absolument pas le développer, mais c'est faire allusion, on l'a déjà fait d'une certaine manière, mais aux labels qui sont à la fois structurants, avec de la progressivité, qui peuvent être universels, sectoriels, sur site ou à distance, sur les évaluations, les facteurs d'obtention de prix, de notoriété. Bon, tout ça, ça fera l'objet de toute façon d'un webinaire pour faire un peu un inventaire des labels, des approches de labellisation, parce que c'est important, c'est à la fois de la reconnaissance, mais aussi des fils conducteurs pour mener sa démarche RSE. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire pour reprendre un peu des points qui ont été évoqués. Merci François. D'ailleurs, cette diapositive est une réponse à une des questions qui était posée d'ailleurs, l'existence de plusieurs labels, donc un premier niveau de réponse. On va finir, je vous propose cette séquence, on est quasiment bon dans le temps qu'on s'était donné pour que vous soyez libérés à midi. Il y a eu plusieurs questions que j'ai vu passer aussi dans le chat en disant, effectivement, y a-t-il des démarches collectives d'accompagnement? On vient d'entendre aussi que pour mettre en œuvre, il faut se faire aider par exemple par un consultant, etc. Donc, c'est le sujet qu'on va développer en quelques minutes maintenant sur la dernière partie. Quelles sont les dynamiques régionales qui existent? J'ai vu des remarques aussi, bien sûr, et on va vous en présenter quelques-unes. Il y en a d'autres, hein, les chambres de commerce font des choses. J'ai parlé d'un club de entreprise, etc. Mais là, on a aussi des propositions assez concrètes à faire pour la suite Voilà. justement de cette opération. Donc, c'est évidemment pas exclusif. Hein, donc, mais en tout cas, l'ambition, c'est de pouvoir inciter, accompagner, pour mettre en œuvre des parcours avec toute la souplesse nécessaire, avec l'interactivité pour répondre aux besoins des entreprises, et en particulier, et tout particulièrement des PME. Bon, on a vu ces deux
ces deux slides tout à l'heure, là, avec la notion de motivation diverse et puis au départ des questions multiples. Hein, notre nuage de mots, notre pile de mots, là, elle est toujours aussi dense. Et l'objectif qu'on se donne, c'est de contribuer, hein, en tout cas, à sensibiliser les entreprises normandes, valoriser leurs engagements et leurs pratiques. Donc ça, c'est le point de départ de la réflexion. Et donc, concrètement, comment ça va se traduire? Il y a 3 composantes dans la démarche finalement qui s'engagent aujourd'hui. Hein. C'est le coup d'envoi, donc c'est un moment important pour nous, en tout cas pour l'AQM, pour l'AD Normandie, avec qui on est monté ensemble dans ce bateau et on a bien l'intention de rester bien accroché aux rames. Donc la première composante, c'est la suite logique de ce qu'on fait aujourd'hui. Ce sont des webinaires mensuels. Hein. On prend cet engagement de continuer à sensibiliser, témoigner, donner envie, valoriser, mettre en lien. Il y a tout ça à l'intérieur. On a tout un... Je ne sais pas si on verra la liste sans je ne sais plus si on la verra. Non. Mais j'évoquerai les thèmes, ils sont nombreux. On parlait des achats responsables tout à l'heure, la qualité de vie au travail, l'environnement, la labellisation que j'ai déjà évoqué, l'entreprise acteur de l'inclusion sociale. Vous voyez, tous ces sujets-là, ils sont ressortis plus ou moins soit à travers des questions, soit au travers des témoignages. Donc, il y a matière à faire des webinaires beaucoup plus thématiques, beaucoup plus ciblés. Hein. Donc, c'est l'idée, c'est ce qui va se passer dans la suite. Et parallèlement à ça, pour accompagner et de façon ciblée et avec toute la souplesse nécessaire les entreprises, on va engager tout un programme de mise en place, alors on a appelé ça d'ateliers thématiques, qui, pour donner les idées de base, c'est 6 ou 7 entreprises à partir d'une même thématique, d'une même problématique commune, le cas échéant sur un même territoire. Hein, donc, je parlais de souplesse, c'est ça aussi, le faire avec souplesse, présentiel, distanciel. 3 demi-journées pour aller de la thématique à la RSE, c'est-à-dire partir d'une préoccupation et voir comment, à partir de cette préoccupation, on peut élargir pour faire ses premiers pas ou prolonger une démarche existante en RSE. Donc, c'est un accompagnement personnalisé de chaque entreprise. Également, un diagnostic court, des orientations, des actions, et puis une valorisation par une attestation d'engagement. Je résume tout ça et sur une temporalité à peu près d'un trimestre, sur quelques mois. Hein, c'est un parcours flash, on va dire. Et puis enfin, ce qui est dans le bas de l'écran, c'est l'AQM a toujours attaché beaucoup d'importance à ça, c'est valoriser les entreprises, leurs bonnes pratiques. Donc, on va relancer ce qu'on a fait pendant des années, alors pas l'année dernière pour les raisons que vous comprendrez, mais un concours de bonnes pratiques notamment, de façon à mettre en valeur aussi les efforts et l'engagement des entreprises. Ce que je voulais dire également, c'est que c'est très important. On est déjà en lien avec un certain nombre d'acteurs, de filières, de fédérations, et l'AD Normandie en particulier aussi, des associations porteuses de projets en matière de RSE, des territoires et bien sûr des entreprises qui viendront témoigner. Hein. Donc, on est ouvert et on va être proactif. On n'a pas été beaucoup en amont de ce séminaire, mais pour associer largement les filières et les acteurs de la région. Absolument, c'est d'ailleurs un sujet. Au sein de l'agence, on a notre propre club, on va dire en gros, des animateurs de filière. Et ce même sujet, on va l'aborder avec eux très prochainement, hein, pour effectivement de regarder avec eux. On a eu un exemple qui a été présenté aujourd'hui avec l'AREA, qui est donc cette association sur l'agroalimentaire, qui a eu pas mal de démarches passées et toujours actuellement, et qui nous fait un peu aussi l'objet ou donne l'image un peu d'une locomotive dans le sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses développées, mais d'autres filières le font. Hein, l'automobile, l'aéronautique, évidemment, sont sur ces jeux-là. Donc, un gros travail effectivement avec les filières. J'ajouterais aussi, pour répondre aussi à une remarque qui a été faite, il faut se faire accompagner, en particulier dans les PME. Hein, c'est ce que nous disait Xavier Rosé. Pour ce faire, comme je vous le disais, dans le plan de relance, on a mis en place un dispositif spécifique au sein de l'agence en s'appuyant sur un dispositif standard qui s'appelle l'impulsion conseil. Et pour pouvoir recourir à un conseil, on en a dédié un à la démarche d'intégration de la RSE. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous pour vous aider, vous soutenir dans cette démarche
comme on l'a dit, qui coûte au niveau humain, qui coûte aussi au niveau financier pour commencer à mettre en place la démarche. Donc, n'hésitez pas non plus à vous retourner vers nous dans cette démarche-là. Encore une fois, je le disais aussi, on vous propose ici une forme d'accompagnement. Encore une fois, il y en a d'autres. Vous avez peut-être d'autres interlocuteurs. J'ai parlé des polyfilières. On a aussi dit que d'autres organismes professionnels ont bien entendu vu le sujet, s'engagent aussi dans cet accompagnement-là. On va développer, je reprends ce que dit François aussi, des thématiques plus précises. Là, aujourd'hui, c'était vraiment une forme de, si vous me permettez le mot, un dégrossissage du sujet. Ensuite, on puisse rentrer dans des niveaux des thématiques plus précises. Par exemple, ça a été évoqué, et je l'ai dit en début d'introduction, avec le Conseil national des achats et le représentant en région. Je pense en particulier, il est en ligne, je le sais, à l'acheteur de chez Sidel. Je pense aussi à Fabrice Rideau-Noël, qui est un nouvel arrivant dans la région et qui veut nous aider là-dessus. Donc, un séminaire, un webinaire sur les achats responsables, qui peut d'ailleurs aussi impliquer, et c'est ce qu'on souhaitera sans doute faire ce jour-là, impliquer aussi les pouvoirs publics, puisque nous sommes aussi, nous, des acheteurs. Donc l'achat public est aussi une dimension importante. Voilà le genre de thématiques sur lesquelles on veut vous aider, vous accompagner. Encore une fois, l'agence est là à la fois pour vous sensibiliser, pour vous mettre un peu le pied à l'étrier d'un sujet, puis ensuite vous aider à l'intégrer. Voilà en gros ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Alors, il est midi moins 2, on est pas mal, François. Donc si je regarde s'il reste quelques questions, je crois qu'on a répondu à pas mal des questions qui ont été posées. Donc, on a parlé des coûts. On a beaucoup utilisé le chat. Je sais pas, on va peut-être pas avoir le temps d'ouvrir les micros. On avait envisagé de le faire, mais le chat est assez riche, d'après ce que j'aperçois de loin là, sur un écran, mais est assez riche en questions. Ce que l'on va s'efforcer de faire, c'est après ce webinaire, c'est peut-être sur les principales questions, peut-être de compléter ce qui a pu être dit ou éventuellement des points qui n'auraient pas été évoqués de façon à apporter des réponses sur le chat. Ou à partir du Alors, une dernière question est arrivée. Bonjour à Madame Jeanne qui l'a posée. Combien de temps dure une démarche RSE? Je pense que c'est une question très compliquée. Je vais répondre. Enfin, je vais répondre. Non, je ne vais pas forcément répondre d'ailleurs. Mais non, c'est une démarche, comme toute démarche d'amélioration permanente, c'est une démarche continue. Bon, après, quand on a dit ça, on peut quand même donner des idées. Je dirais qu'il y a le temps, puis ça aussi, c'est des sujets sur lesquels on sera amené à revenir. Il y a le temps de l'état des lieux, se situer, où on en est, quel est le point de départ. Ensuite, on engage un premier plan d'action et puis ensuite, eh bien, la mécanique est enclenchée. Bon, si on veut aller vers la labellisation, Xavier Rosé a cité l'exemple des imprimeurs d'Impri France. Ben, c'est une démarche progressive. Un premier temps, c'était une bonne illustration aussi. Ça. Un premier temps, on travaille sur des indicateurs et des bonnes pratiques et puis on enrichit, chemin faisant, ce travail collectif, donc rapporté à une entreprise, c'est un petit peu la même idée. On commence par des choses. Moi, je dis souvent, il faut commencer par ce qui donne envie, et essayer de s'accrocher sur ce qu'on fait déjà, ce qui donne envie, et ensuite d'être plus systématique. Et la labellisation, par exemple, ou un référentiel quelconque, enfin pas quelconque, un référentiel est un élément porteur pour le faire. Alors, une petite information technique. On va lancer un sondage sur la qualité de cette présentation. Donc, vous devez avoir un onglet en bas de votre page qui s'appelle sondage. Normalement, vous avez 4 questions sur lesquelles on attend un petit peu vos réponses. On est plus là sur la notion justement de retour qualité de cette première présentation. Je voulais juste compléter parce que les gens commencent évidemment à nous quitter. On avait dit midi. Je vais revenir sur cette question-là de combien de temps ça prend. Au niveau de l'agence, avec certaines filières, en particulier dans le domaine énergie, on avait lancé sur un autre sujet, mais qui fait partie de la RSE, à mon avis, qui est l'excellence opérationnelle. On avait lancé un label comme ça. Enfin, on a lancé un label, il est toujours là. Et ce label, justement, il est en trois temps, 3 étapes, en 3 niveaux, on va dire. Donc, un niveau débutant, moyen et confirmé, en quelque sorte. Et on estime, pour une entreprise industrielle à peu près standard, que le passage d'un niveau à l'autre, c'est au moins 2 ans de travail dans l'entreprise. Sur l'excellence opérationnelle, on était sur des facteurs d'amélioration, etc., de l'outil industriel. Et on se rend compte qu'effectivement, avec toutes les démarches
intellectuelle, de conviction, d'engagement des personnes, etc. Effectivement, c'est quand même un temps relativement long. Donc, c'est aussi une autre forme de réponse à cette question. Ça prend quand même un peu de temps. La relation court terme, moyen terme, c'est une dimension de la RSE. Le court terme, c'est la rentabilité de l'entreprise, qui est une préoccupation quotidienne immédiate. Et puis le moyen terme, c'est justement toutes ces actions qui sont payantes aussi sur le plan économique, mais qui demandent pour certaines plus de temps. Alors, je vous le fais en direct, je vois le sondage, donc merci, parce que je vois sur cette réunion a-t-elle répondu à vos attentes? On est sur quasiment à 100% de oui. Donc déjà, ça, merci pour vous. Je crois voir un non. Alors, n'hésitez pas par mail, je crois que vous avez mon mail ou vous le trouverez en tout cas sur le site de l'agence, de nous dire aussi ce qui est améliorable aussi pour nous. Ça fait partie de la démarche. Je vois que pas mal d'entreprises, 3/4 des entreprises se disent finalement prêtes à engager une démarche. Donc, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'on a les outils, on a l'opération, on a l'accompagnement qui peut vous convenir avec la QM au sein de l'agence, encore une fois avec d'autres structures. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci aux témoins aussi, encore une fois, mais d'avoir pris de leur précieux temps pour venir expliquer un peu ce qui se passe dans les entreprises et donner des exemples concrets. Et puis, donc, ça nous incite à continuer. On était bien décidé à le faire, mais cette première expérience, avec peut-être quelques ratés, j'espère que ce n'est pas trop passé au-delà de la caméra, mais ça nous incite à aller de l'avant et donc on va s'y employer sans tarder. Un dernier remerciement aussi à une personne qui est affichée à l'écran, Christian Schaeffer, le troisième rôle organisateur de cette réunion qui nous a aidés, mais qui ne pouvait pas être avec nous dans le studio pour des raisons sanitaires, d'ailleurs, tout simplement. Donc, on limite le nombre de personnes. Mais Christian Schaeffer, au niveau de la QM, est aussi votre interlocuteur opérationnel, on va dire, pour si vous avez des questions, de la mise en œuvre, etc. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Donc, j'espère qu'on vous retrouvera très prochainement. On disait d'ici à peu près un mois, sans doute, pour un deuxième thème, une deuxième. On sera sans doute sur beaucoup de retours d'expérience, encore une fois, dans des entreprises. Beaucoup de témoignages de pratique, vraisemblablement. Merci à vous.